Dans beaucoup de familles, on a tous une histoire qui est liée à un véhicule, de chevaux des vacances, la première bicyclette. Ce qu'on cherche, c'est tout ce que le véhicule révèle de la vie, des habitudes et même des trajectoires de ceux qui l'ont utilisé. Racines et récits. Racines et récits. Le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Racines et récits dans lequel nous allons découvrir que la généalogie ne s'intéresse pas uniquement à la vie des membres d'une famille. Certes, nous connaissons également la généalogie foncière qui permet de retracer l'histoire d'une demeure, mais savez-vous que l'on peut faire de même pour nos voitures et donc de leurs propriétaires successifs. L'attachement à l'automobile participe donc à la grande aventure de la vie et nous allons en parler avec Stéphanie Couturier, généalogiste familiale, membre de l'U-Projet, qui, après nous avoir fait frissonner dans un précédent podcast au sujet des photos post-mortem, va aujourd'hui faire redémarrer la traction avant de notre arrière-grand-père à grands coups de manivelle temporelle. Stéphanie Couturier, bonjour. Bonjour Stéphane. Stéphanie, merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Racines et Récits. Et ma première question est toute simple. Pourquoi t'es-tu intéressée à ce sujet ? Alors merci Stéphane déjà pour l'invitation. Alors pourquoi je me suis intéressée à ce sujet ? Eh bien parce qu'en généalogie, on passe beaucoup de temps à redonner vie à des personnes, à des lieux, à des métiers. Mais on oublie souvent que les objets ont accompagné nos ancêtres dans leur quotidien en fait. Et parmi eux, le véhicule, c'est un témoin qui est absolument fascinant. Il raconte une époque, un niveau de vie, une manière de se déplacer et parfois même une forme de liberté nouvelle pour la famille. Du coup, reconstituer la généalogie d'un véhicule, c'est un petit peu comme ouvrir une porte supplémentaire sur le quotidien d'hier. Et pour un généalogiste, tout ce qui peut enrichir le récit et qui donne du relief à l'histoire familiale, c'est précieux. Alors, j'imagine, Stéphanie, que pour reconstituer l'arbre généalogique d'une voiture, il faut en retrouver les traces administratives qu'elle a laissées au cours de sa vie mécanique. Alors, à quand remonte l'enregistrement officiel des automobiles en France ? Oui, exactement, Stéphane. Tout commence par là, les traces administratives. Et pour répondre à ta question, l'enregistrement officiel des automobiles en France remonte au tout début du XXe siècle, et plus exactement en 1901. L'État rend l'immatriculation obligatoire pour toutes les voitures. Et à l'époque, c'est l'administration des mines qui gère cette mission. Elle attribue un numéro à chaque véhicule et elle consigne ces informations dans des registres. Et c'est vraiment le point de départ de la vie administrative d'une voiture. C'est la première pierre de son histoire. Et nous, généalogistes, c'est la première trace concrète qui permet de remonter sa lignée mécanique. Et ces plaques minéralogiques constituent donc le sésame pour déterminer les propriétaires successifs d'une voiture. Mais est-ce que ces plaques servaient uniquement à identifier les conducteurs ? On disait même, je crois, chauffeurs à l'époque. Oui, tout à fait. Alors, ces plaques minéralogiques, elles étaient effectivement la clé pour identifier un véhicule et par extension son propriétaire, effectivement appelé chauffeur autrefois, mais le rôle ne se limitait pas tout à fait à savoir qui conduit quoi. À l'époque, les plaques, elles répondaient à plusieurs enjeux. Elles servaient à contrôler la circulation, à garantir la sécurité et, devinez quoi, à un certain suivi fiscal. Et Toujours. toujours. Autrement dit, c'était une simple plaque derrière une simple plaque que se cachait un véritable outil administratif. Ça renseignait sur le véhicule, sur la société qui l'utilisait. Et pour nous, aujourd'hui, c'est une porte d'entrée extraordinaire pour retracer la vie d'un véhicule. Alors, quelles sont les sources à la disposition du généalogiste et comment y accéder ? Alors Stéphane, pour un généalogiste, la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup de sources qui existent et elles sont très variées. La première catégorie, bien sûr, les sources administratives qu'on vient d'évoquer ensemble. On va y trouver bien sûr les registres d'immatriculation qui sont le cœur de la recherche pour l'historique d'un véhicule. Et pour la période entre 1901 et 1950, ils sont conservés aux archives départementales en série M, en série W pour les plus récentes. Et donc, on va trouver sur ces registres les dates d'immatriculation, l'identité du titulaire et parfois, plus rarement, mais parfois, on peut trouver quelques précisions techniques. Ensuite, on a les sources privées, les anciens carnets d'entretien, les factures de garage, les dossiers d'assurance ou d'expertise. Et quand ces documents sont conservés par les familles, c'est un véritable trésor. Ça permet de dater des réparations, des usages et parfois même un changement de propriétaire. On peut aussi trouver des sources visuelles, comme des photos de famille, des cartes postales de rue, ça peut être intéressant,
des films amateurs, plus récemment, ou encore des catalogues ou des publicités d'époque. Voilà, des fois, une seule photo peut suffire à identifier un modèle ou un contexte. Et puis enfin, on a les sources patrimoniales, les souvenirs d'anciens propriétaires quand c'est l'histoire d'une voiture plus récente. Et puis, on a les clubs des véhicules anciens qui peuvent nous donner beaucoup d'informations, notamment techniques. Nous avons les musées également. Et je suis en train de penser, en parlant, il y a aussi, on peut trouver parfois sur les brocantes ou ailleurs, les revues techniques qui peuvent donner aussi des informations techniques sur les véhicules qui peuvent être intéressantes. Alors, on parle voiture, mais il est évident que ce ne sont pas les seuls véhicules immatriculés. Tous les autres types de véhicules, j'imagine, peuvent aussi faire l'objet de recherches dans les mêmes conditions. Oui, absolument. La voiture, c'est qu'une partie du paysage, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a d'autres types de véhicules qui peuvent faire l'objet d'une recherche, à condition bien sûr de savoir où chercher. Par exemple, les motos et les cyclomoteurs, ce sont des véhicules qui sont immatriculés très tôt et on procède de la même façon qu'une voiture automobile. Ensuite, on a les bicyclettes. Donc elles n'ont pas connu l'immatriculation au national. En revanche, certaines villes ou départements ont mis en place des plaques locales, notamment durant des périodes un peu sensibles comme l'occupation, pardon. Et à ce moment-là, ce sont des archives que l'on peut trouver au niveau des archives municipales ou de la presse locale même, ou peut-être une photo de famille, hein, ça peut être un indice également. Et puis, vraiment plus anciens, on a les véhicules hippomobiles, donc les charrettes, les voitures à cheval, les fiacres. Donc tout ça, ce sont des véhicules qui ne sont pas forcément ou rarement enregistrés sur les registres d'immatriculation, mais on peut les trouver dans les archives fiscales, les anciennes patentes. Alors la patente, c'est l'ancienne taxe professionnelle. Par exemple, pour les cochers ou les charretiers, et les taxes un peu spécifiques sur les véhicules ou même sur les recensements où en face du chef de famille, on avait son métier. Et si on a cocher ou charretier, ça peut être une piste. Donc oui, quel que soit le type de véhicule, il y a toujours une piste, mais il suffit juste de savoir où regarder. Alors, en dehors de l'identification des propriétaires, quels sont les autres intérêts qui peuvent pousser un généalogiste à se pencher sur l'histoire d'une voiture ou d'un autre type de véhicule? Alors c'est vrai que retrouver le propriétaire, c'est passionnant, mais c'est vrai que l'intérêt va au-delà. Pour moi, généalogiste, un véhicule, c'est avant tout une fenêtre sur le quotidien de la famille. D'abord, ça permet de contextualiser la vie des ancêtres. Savoir qu'une famille possédait une voiture dans les années 20 ou 30, ou même une bicyclette, ça veut dire beaucoup de choses sur leur niveau de vie, sur leur profession, sur leur rapport avec la modernité. Ensuite, le véhicule, c'est souvent un marqueur social. À certaines époques, acheter une automobile, c'était vraiment un symbole d'ascension. Une mobilette ou un vélo, ça peut parfois être aussi l'accès à un emploi plus éloigné ou à une liberté de mouvement. Il y a aussi l'aspect géographique, les changements d'immatriculation, ça permet de suivre les déménagements, les mutations professionnelles, les mariages. Donc on peut reconstituer les déplacements des familles, ce qui ne sont pas forcément mentionnés dans d'autres archives que l'on connaît bien. Et puis, il ne faut pas oublier la dimension affective ou narrative. Dans beaucoup de familles, on a tous une histoire qui est liée à un véhicule, la 2 chevaux des vacances, la première bicyclette, voilà, la carriole du grand-père, etc. Donc oui, au-delà des propriétaires, ce qu'on cherche, c'est tout ce que le véhicule révèle de la vie, des habitudes et même des trajectoires de ceux qui l'ont utilisé. Alors Stéphanie, j'ai une dernière question. Aurais-tu une anecdote à nous confier? Je ne sais pas moi, un arrière-grand-père au volant d'un taxi de la Marne, par exemple? Oui, j'en ai deux. J'en ai deux avec chacun de mes grands-pères, paternels et maternels. J'ai récupéré bien sûr des archives familiales. Concernant mon grand-père paternel, eh bien, je sais qu'il était un petit peu chauffard sur les bords avec sa bicyclette, puisque j'ai retrouvé 3 procès-verbaux stipulant des excès de vitesse. Donc ça, c'est rigolo. Donc j'ai même une petite mention sur le PV qui indique qu'il s'attrapait au cul des camions, si je peux m'exprimer ainsi, pour pouvoir profiter de la vitesse du camion. Et mon grand-père maternel, pour remettre un petit peu dans le contexte, un homme de carrière militaire, cadre dans l'édition, donc quelqu'un de pas très drôle de prime abord en tout cas, et qui avait en fait beaucoup d'humour. Et je l'ai découvert sur une photo où il a mentionné mon arrière-grand-mère qui était assise sur le capot d'une Renault Quattro, et sur la photo, il a marqué « Mamie en guise de bouchon de radiateur ». Voilà, donc il avait de l'humour, oui, je l'ignorais, c'est très chic. n'est-ce pas? Stéphanie, un grand merci pour ta participation à Racines et Récits qui, pour ma part, va me permettre de rechercher l'histoire de la 15 chevaux Citroën de mon grand-père, dont je n'ai que quelques photos. Et je rappelle ton site, le vieux hibou, qui permet de découvrir l'étendue de ton offre. Merci Stéphanie. Merci Stéphane, ce fut un plaisir. Vous venez d'écouter le 16e épisode de Racines et Récits. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, est présenté par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier.
N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association upro-g.fr. Rendez-vous pour notre prochain épisode en 2026, plus précisément le 9 janvier, en compagnie de Christine Capdena, avec qui nous allons faire le point sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en généalogie. À bientôt et bonne fête de fin d'année.